Merci à tous. Bonjour. Je dois relever là un triple défi. D'abord, vous parler d'industrie culturelle et d'évolution de modèles socio-économiques. Dans un deuxième temps, je vais essayer de naviguer d'un secteur à l'autre et en partant d'un secteur, ça peut vous paraître étonnant, qui est celui de l'éducation, pour mieux aller vers les autres ensuite. Et troisième défi, c'est le temps. Et je vois que j'imagine que vous avez déjà très faim, donc je vais essayer de ne pas perdre de temps et d'aller, vous m'en excuserez, assez rapidement. Donc je ferai cette intervention en trois temps. Je voudrais vous parler un petit peu, vous allez voir pourquoi après, du manuel scolaire, qui à mon sens est en crise. Je voulais vous parler ensuite dans un deuxième temps d'un projet qui s'appelle Corélis et qui opère une rupture qui me semble intéressante à analyser dans ce domaine. Et je voulais terminer dans mon troisième temps par vous parler de la question du courtage informationnel, un nouveau modèle qui serait en train d'émerger et hypothèse qu'on essaie de mettre à l'épreuve dans différents secteurs. Donc mon premier point, ça va être une forme de question, le secteur de l'éducation. Est-ce qu'on a un monde à part? C'est une idée reçue qui est très très répandue. On a l'impression que c'est quelque chose un monde clos, qui évolue peu ou qui évolue après coup, une fois que tous les autres secteurs de la société ont bien évolué. Et je pense qu'il n'en est rien, et parfois c'est plutôt lui qui est précurseur. Donc je voulais vous parler là un petit peu du manuel en disant que je ne suis pas le seul, on est plusieurs à constater que ce manuel scolaire est en crise, même s'il a l'air encore de se porter relativement bien. Pourquoi? Parce que il y a une crise de l'édition scolaire, même si le secteur reste important, mais surtout, je pourrais vous donner quelques chiffres, mais, si vous le souhaitez, mais là je vais passer assez vite. On considère qu'il y a une crise, avant même une crise de l'édition, une crise des usages du manuel, puisqu'on a affaire à un média standardisé et de masse, et qui va contrecarrer le souci des enseignants de se libérer de la leçon type. Alors, vous avez deux grands, là aussi je schématise beaucoup, je m'en excuse, deux grands, historiquement, concurrents du manuel. D'abord la reprographie, avec une tendance qui a lancé une tendance au bricolage de ressources artisanales personnalisées. Vous savez, vous avez tous eu des enseignants qui faisaient des photocopies et des collages de provenances diverses et qui ensuite le photocopiaient et le distribuaient massivement. Ça, c'est un des premiers grands coups de canif. Et vous avez maintenant, évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, un réagencement de ressources disparates qui est facilité par Internet, puisqu'on peut y avoir accès, parfois même sans trop se poser de questions sur les droits. Ça, c'est une question qui reste brûlante. Alors, quelles sont les alternatives à ce manuel qu'on considère pas toujours satisfaisant? Il y en a de plus ou moins convaincantes. Je vais essayer de vous en parler là vraiment très très vite, parce que je voudrais arriver tout de suite à une troisième voie que j'essaierai de développer un peu plus largement. Lorsque on reste dans un schéma où les enseignants resteraient de simples utilisateurs, on va favoriser la mise à disposition de ces professionnels des portails, et notamment un portail qui n'est pas très vieux, qui s'appelle EduTech, où on a concentré un certain nombre de ressources qui viennent du secteur public. C'est-à-dire qu'on a un peu contourné, je dirais, la difficulté que constitue l'édition privée en matière d'éducation quand on met en place ce type de portail. On a aussi d'autres alternatives qui sont complètement sur des régimes différents, où on se base sur des enseignants producteurs. Et là, je voudrais prendre l'exemple de Césamat, dont certains ont peut-être entendu parler dans cette salle. En fait, il s'agit de produire une sorte de manuel. Vous allez me dire, c'est pas très différent des exercices, etc. aussi en maths. Mais la grosse différence, c'est que la rupture introduite par ce type de projet, c'est que le rapport est inversé entre les auteurs et l'éditeur. Et c'est ce collectif d'auteurs, une fois que l'essentiel du travail était fait, qui a été choisir après coup ou plutôt les éditeurs chargés d'éditer ensuite ces recueils. Alors moi, je voudrais vous parler d'une troisième voie possible, en tout cas sous forme de question. Est-ce que pour la mise à disposition des ressources, on est franchement obligé de choisir entre ces deux branches qui sont un petit peu opposées, des producteurs d'un côté, de simples utilisateurs de l'autre? Et il y a sûrement une troisième voie,
que je vais essayer de relater maintenant. Donc ce cas Corelis. Corelis, je vous ai mis un petit peu une copie de ce qu'on trouve sur leur site, corelis.fr. Donc c'est un catalogue ouvert, donc à voir ce que signifie cette notion d'ouverture ici, de ressources éditoriales en ligne des lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lycéens et personnel éducatif. Alors la différence, je vous le dis tout de suite par rapport à d'autres projets qui sont un peu similaires, c'est qu'on va avoir une agrégation de ressources éditées de statuts très divers. Vous avez des ressources publiques provenant de musées, de l'INA, du CNRS, de l'IGN par exemple. Vous avez des ressources de statut privé, des éditeurs scolaires, des journaux, des éditeurs d'encyclopédies, des éditeurs de ressources numériques pédagogiques. Et vous en avez aussi qui ont un statut associatif. Donc si on revient un petit peu sur les objectifs qui sont visés par ce type de projet, premier objectif, ça doit mettre à disposition des ressources, ça, d'accord, mais ça va au-delà. C'est ça que je voudrais vous montrer ici. C'est que derrière, il y a une formation, une volonté de former à la maîtrise de l'information sous forme numérique des enseignants et des élèves. Et ça passe par différents types de médiation, sur lesquelles je reviendrai, qu'elles soient d'ordre technique, documentaire, éditorial, d'usage. Bref, ça ne fait pas que de mettre à disposition des ressources, et ça va même jusqu'à la formation des enseignants. Et si on passe en revue les différentes ruptures par rapport aux expériences précédentes, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu d'abord, je pourrais détailler si vous avez des questions ensuite, mais là je vais aussi aller un peu vite. Il y a une rupture par rapport à un projet qui s'appelait l'espace numérique des savoirs. Vous avez une rupture aussi qui est profonde avec les portails nationaux d'éditeurs qui existent depuis quelques années, notamment pour le scolaire et l'éducatif en général, mais qui n'ont pas obtenu les résultats escomptés, pour une raison simple, et c'est en cela que Corelis diffère. Une raison simple, c'est que on a sur ces portails d'éditeurs, on n'a que des ressources de groupes d'éditeurs en question. On ne peut pas sortir de cette offre-là. Et on est dans une logique qui est complètement descendante, c'est-à-dire que ce sont des ressources qui sont proposées au niveau national, à charge ensuite aux différents établissements sur l'ensemble du territoire de s'emparer ou pas de ce type de ressources. Et ça pose justement problème puisqu'il nous manque un maillon. C'est ça qu'on a essayé de mettre en évidence dans le projet dont je vous parlais. Ça rompt aussi avec les ENT, ce qu'on appelle les ENT, c'est-à-dire les environnements numériques de travail, qui ne vont mettre à disposition qu'un certain nombre de ressources très limitées. Ça rompt avec la logique de labellisation des autorités académiques. Il y a toutes sortes de... il y a un label qui s'appelle RIP, par exemple. On essaie de dire, ben voilà, ça c'est bon pour l'éducation. Le problème, c'est que on n'est pas du tout dans la même logique ici. Et ça rompt, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un portail de type EduTech qui ne met à disposition que des ressources publiques. Alors ce qui me semble intéressant là de souligner, c'est que l'acteur qui est derrière ce projet va opérer, et là j'insiste là-dessus, une redistribution des rôles sur l'ensemble de la filière. Et cette redistribution des rôles nous semble non pas anecdotique, mais au contraire l'amorce peut-être, en tout cas c'est une hypothèse, de bouleversements plus conséquents. Alors d'abord, on ne peut pas comprendre tout ça si on ne comprend pas que ça se passe dans un cadre qui est régional. C'est-à-dire que c'est le conseil régional de la région PACA qui est à l'amorce de ce type de projet. Il est responsable de l'administration de la plateforme, il en finance le dispositif et le contenu. Bref, il crée les conditions de l'usage. Donc ça, c'est important, ça se fait dans un cadre régional. Les éditeurs et les diffuseurs donc, mettent à disposition leurs ressources, mais, ce que je n'ai pas écrit là, ce qu'il faut préciser, elles le mettent sous une forme qui est repensée. Elles ont dû l'adapter, cette offre, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan technique, sur le plan éditorial. Elles ont dû l'adapter en fonction de cet intermédiaire qui leur a enjoint cette adaptation, sinon ils n'avaient pas accès au marché des lycées de la région. Les lycées, eux, sont enjoints de mener une politique documentaire ambitieuse. Les enseignants doivent être en mesure de faire des choix dans cette offre, donc il faut les former à ça. Et les élèves doivent pouvoir accéder aux documents depuis leur lycée ou leur domicile, pas uniquement depuis leur lycée. Donc, l'acteur central dans cette nouvelle configuration, qui est Canopé PACA, Canopé c'est le nouveau nom
des CRDP. C'est finalement un tiers de confiance professionnel qui va assurer les médiations techniques, documentaires, éditoriales. Il a un guichet éditeur pour négocier les relations avec les éditeurs, les aspects juridiques, le suivi du fonctionnement, l'accompagnement pédagogique des enseignants, des documentalistes aussi dans les établissements, l'observation des usages. Bref, il joue un rôle qui va devenir fondamental puisque c'est lui qui va créer les conditions d'un usage véritable. Et tout ça nous fait dire que Corélis va acquérir un statut propre, celui de courtier informationnel. Ça veut dire qu'il ne va pas essayer de se passer de l'éditeur, et notamment des éditeurs privés, qui ne sont pas contournés, qui sont des acteurs à part entière, mais il va essayer de s'immiscer, de s'interposer entre ces éditeurs, offreurs, et ceux qui vont avoir besoin de ces ressources, en les adaptant, en mettant à disposition sous des formats techniques, etc., très très précis, et qui sont consignés dans un certain nombre de chartes. Ce point nous semble important parce que vous allez voir ce glissement dans l'ensemble de ces filières, et notamment dans la filière de l'édition et du livre, vers une valorisation de plus en plus vers l'aval, nous semble une tendance lourde qui est susceptible, en tout cas c'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée, en tout cas analysée dans d'autres secteurs. Alors je voulais juste là vous signaler que dans le prolongement de Corélis, il y a un autre projet qui s'appelle EgoPack, et ça c'est intéressant. J'y vais très vite, il y a 3 ateliers un petit peu différents qui sont proposés, mais l'idée est la suivante, je peux vous la résumer en une phrase ou deux. L'idée, c'est que on donnerait cette fois-ci, ça irait plus loin, on donnerait aux enseignants la possibilité logicielle, je dis bien logicielle, mais pas seulement, juridique aussi, de reconstruire des ressources. Vous savez, le fameux bricolage dont je vous ai parlé à partir de la photocopieuse, là, ce serait leur donner les conditions pour qu'ils puissent refaire l'agencement sur mesure qu'ils souhaitent absolument faire eux-mêmes, mais en ayant pensé toutes les conditions, c'est-à-dire les conditions techniques, la granularisation fine de l'ensemble de ces ressources pour qu'on puisse effectivement le faire, c'est-à-dire on peut prendre une vidéo à un endroit et pas seulement tirer le fil et puis avoir l'ensemble d'un titre édité, mais on peut faire son mélange et on aurait dans ce dispositif, puisque ce serait légal, on aurait évidemment les droits pour le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de sauvage qui se ferait hors de tout contrôle économique et juridique. Alors, je voudrais terminer, là je suis désolé d'avoir été un petit peu long sur ce projet, mais je voulais montrer qu'on aurait peut-être intérêt à penser simultanément les évolutions en cours dans des secteurs distincts, et notamment avec ce type d'hypothèse. Et là, je voudrais vous prendre quelques exemples, et là j'irai du côté, dans un premier temps, de l'édition scientifique. Et il nous semble intéressant, en fait, de constater que l'édition scientifique est en train d'opérer un glissement, et justement, comme par hasard, un glissement vers l'aval. On a affaire. Pourquoi ? Parce que toutes les conditions là sont réunies, elles ne sont pas réunies dans tous les secteurs, mais dans le secteur de l'édition scientifique, on a un marché qui est largement mondialisé. Alors, quand je dis édition scientifique, je parle essentiellement de certaines sciences, sciences expérimentales, sciences de la vie, de la terre, etc. Pour tout ce qui est sciences humaines et sociales, c'est beaucoup moins vrai. On a un passage très fort où on passerait d'une édition de revue à la mise à disposition de plateformes polyvalentes qui offrent de nouveaux services. Ça, c'est très intéressant. Et ces nouveaux services vont jusqu'à donner la possibilité, ça devient vraiment courant dans le secteur de l'édition scientifique, la possibilité d'aller évaluer les équipes publiantes de chercheurs qu'il y a derrière. Donc là, c'est vraiment un service supplémentaire. Mais ce qui est intéressant dans ce secteur et qu'on ne peut pas généraliser à tous les secteurs, et là vous avez une grosse différence par rapport à ce que je vous ai expliqué pour Corélis, c'est que ce glissement vers l'aval, qui est net aussi, il est opéré par les éditeurs eux-mêmes. Vous voyez, ce n'est pas de nouveaux acteurs qui interviennent. On n'est pas dans le cas d'Amazon, par exemple, dont on a beaucoup parlé ce matin. On n'a pas de nouveaux acteurs qui viennent s'immiscer dans ce cadre-là de l'édition scientifique, mais ce sont les acteurs dominants eux-mêmes, c'est-à-dire les quelques grands, on va dire, pour aller vite, les 4 grands éditeurs mondiaux qui comptent aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires
dans ce secteur-là qui opèrent eux-mêmes ce glissement. Et ça nous semble très très intéressant. Alors bien sûr, des alternatives existent, et on en parlera ici évidemment, mais je voulais vous donner là une tendance lourde dans ce domaine. Je voulais aussi, pour terminer, vous donner quelques exemples de tentatives d'assujettissement du modèle éditorial dans d'autres secteurs. Là, j'ai repris, parce que ça me semble intéressant pour le raisonnement, une distinction opérée par Dacos et Mounier en 2010 dans le petit ouvrage qui s'appelle l'édition électronique. Ils distinguent 3 âges de l'édition électronique. Le premier âge, alors bon, je ne sais pas si âge c'est... Je ne pense pas que ça se succède, soit séquentiel. C'est souvent un mélange de tout ça. Mais en tout cas, pour la clarté de l'exposé, moi je pense que c'est intéressant. Donc vous avez un premier âge, selon eux, qui est la conversion sur support numérique. Pensez à tout ce qui est numérisation de masse de nouveaux entrants, par exemple, dans le monde de l'édition. Une édition qui serait nativement numérique, cette fois-ci, et l'édition au réseau, qui serait le stade le plus avancé. Donc, sur le premier âge, qui concerne la numérisation en masse des grands acteurs du web. Là, je ne vous fais pas un dessin. Pensez à Google, par exemple, qui s'est lancé dans des opérations de numérisation de masse. Moi, ce qu'il me semble, mais ça reste à discuter, et ça reste à discuter évidemment avec vous, avec d'autres chercheurs également, c'est qu'à mon sens, ça ne correspond pas à un processus d'éditorialisation, dans ce qu'il a de complexe, c'est-à-dire mettre en relation fine un auteur avec des lecteurs, faire tout un travail de mise en perspective et de mise en lumière aussi de ce travail de l'auteur. Moi, je ne pense pas, et je ne pense pas que ce soit un des enjeux de ces nouveaux acteurs de prendre la place de l'édition. Je ne pense pas, vraiment. Enfin, je peux me tromper, on verra dans la suite si elle me donne raison. Moi, je pense qu'on a davantage affaire à une tentative de glissement de l'aval dans une filière qui a été constituée, en gros, qui est assez stable depuis 2 siècles, la filière éditoriale, avec au centre l'éditeur. Comme vous l'avez rappelé d'ailleurs fort justement ce matin, à plusieurs reprises, l'éditeur, comment définir son rôle central? C'est lui qui fixe le prix. C'est lui qui fixe le prix du livre et qui ensuite rémunère les différentes personnes ou les différentes fonctions qui se sont succédées dans la filière. Mais justement, je pense qu'ici, on a affaire à une tentative de déstabilisation. Et ces tentatives de déstabilisation n'ont pas pour, à mon sens, n'ont pas pour objectif de faire disparaître l'éditeur. Non, elles ont plutôt pour objectif de se glisser entre lui et le lecteur ou le consommateur. C'est-à-dire d'être le passage obligé et que cette nouvelle intermédiaire, que nous on appelle courtier, que vous pouvez appeler autrement, soit en mesure, de par son passage obligé, d'être celui qui va négocier les conditions de la mise en relation entre un lecteur et un éditeur. Là, je voudrais juste vous prendre un petit exemple pour illustrer ça, qui a fait, dont on a parlé dans les médias, même généralistes. C'était en 2013. Vous avez peut-être entendu parler d'une guerre qui a opposé le groupe Lagardère, un grand groupe mondialisé, aux États-Unis, dans ses éditions américaines, et Amazon. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu un bras de fer, il y a eu négociation, il y a eu compromis, etc. Et j'ai eu l'occasion de regarder attentivement le communiqué. Il y a un communiqué qui a été produit par Amazon pour clore ce chapitre provisoirement, et ils ne peuvent pas s'empêcher, c'est un communiqué très long, qui fait plus d'une page A4, et ce communiqué, il prend acte de la décision, mais il leur réitère les arguments d'Amazon. C'est très intéressant. Et quand vous regardez les arguments d'Amazon dans ce type de communiqué, ils contestent le prix, la façon dont le prix est fixé par l'éditeur. Avec un raisonnement très simple, en disant, si l'éditeur comprenait qu'il pouvait baisser les prix, il comprendrait par le même coup qu'il pourrait vendre davantage, et donc, lui, tout bénéfice pour lui, puisqu'il aurait un chiffre d'affaires en hausse, et surtout,
les éternels lésés, c'est-à-dire les auteurs, défense de l'auteur, les auteurs aussi, ils trouveraient leur compte et seraient davantage rémunérés. Donc ce qui est intéressant dans tout ça, moi je pense ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on a vraiment, pour le coup, quand on regarde ça, une tentative de déstabilisation, c'est-à-dire une tentative d'être celui qui va avoir de plus en plus la légitimité à dire que la façon dont le prix est fixé et dont les différents intermédiaires se répartissent ensuite le produit de la vente du livre, eh bien, lui, il va avoir tendance à dire non, on peut le faire autrement, etc. Donc c'est cette contestation-là de cette position centrale qui me semble fondamentale et qu'on n'a pas fini, à mon sens, d'observer à l'avenir. Alors, pour aller rapidement aussi, dans ce qu'on appelle le deuxième âge, c'est-à-dire lorsque l'édition est nativement numérique, est en train de s'opérer, ça c'est pas moi qui le dis, là je le cite, je cite ces deux auteurs, des nœuds de diffusion à l'aval de la filière, là encore. C'est-à-dire que le positionnement qui devient vraiment fondamental, ça va être ce positionnement à l'aval de la filière. Voilà. Troisième âge, c'est ce que les auteurs appellent, pour aller vite, l'aspiration à la créativité. Vous savez, tous, on serait tous créatifs, tous auteurs, tous... voilà, il suffit de se brancher sur Internet, et donc il n'y a plus besoin d'intermédiaires, sous-entendu, il n'y a plus besoin d'éditeurs, il n'y a plus besoin de tout ça. Bon, moi je ne pense vraiment pas. Franchement, je suis vraiment pas convaincu de ça du tout. Moi je pense qu'on n'assiste pas du tout à un vaste mouvement de désintermédiation, mais c'est plutôt que de nouvelles formes d'intermédiation sont en train d'apparaître. Je ne pense pas qu'on puisse accéder directement comme ça à la notoriété. On devient un grand écrivain. Dieu merci, on a réussi à éliminer tous ces intermédiaires qui ne servaient pas à grand-chose, etc. Il y a toujours un petit peu ce discours-là. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui est en train de se jouer, c'est une redistribution des cartes, tout simplement. Et c'est la tentative de certains acteurs qui, pour le coup, étaient complètement extérieurs à ce type de filière, d'y pénétrer et de la réorganiser, mais évidemment à leur profit et sans tenir beaucoup compte, en fait, des rapports de force et de l'organisation qui prévalait jusqu'ici. Ça me semble être un enjeu plus important de le voir en ces termes, plutôt que de dire qu'on arrive maintenant dans une période qui serait un peu romantique, si je puis dire, où on aurait accès à tout le temps, et tout cela sans intermédiaire, et sans conditions également socio-économiques derrière, une espèce de mythe de la gratuité aussi, et sans qu'il y ait des modèles industriels à l'œuvre derrière. Vraiment, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt une lutte sans merci, et avec des rebondissements. Je vous en ai évoqué un, mais il y en a bien d'autres, et il y en aura d'autres, entre secteurs industriels, qui jusqu'ici étaient très cloisonnés, au secteur de l'édition, des industries culturelles en général, dont l'édition fait partie, mais aussi des nouveaux arrivés avec les secteurs de l'industrie, de l'information, de la communication. Et ne pas oublier, c'est pour ça aussi que j'ai commencé par ça, même si ça peut vous paraître étrange au début, ne pas oublier le secteur aussi des industries éducatives, qui jouent un rôle important et qui sont un des morceaux, des composantes en tout cas de ce vaste secteur en ébullition et en recomposition complexe. Et je dirais que les frontières, c'est pas que les frontières n'existent plus, c'est qu'on assiste sous nos yeux à des tentatives de les déplacer, de les modifier, de les transformer, et quitte à en recréer d'autres. C'est pas, voilà. Mais je pense que c'est ça qu'on a intérêt à regarder attentivement ensemble. Voilà, je vous remercie. Oui. Bonjour, donc, je suis Stéphane Michalon de la société Hypagine qui se demande, puisque à qui on a demandé de réagir comme Marc Minon à cette présentation,
Et ma première réaction, c'est de me demander qu'est-ce que je fais là, parce que sur mon badge, il y a marqué libraire. Alors, je fabrique des sites de libraires pour que ces libraires puissent vendre du livre papier ou du livre numérique, soit de façon individuelle, soit comme l'expliquait Rémi Petit, de façon mutualisée. Par exemple, je suis responsable de la version actuelle de Chez mon libraire pour la région PACA, c'est-à-dire un site où effectivement on a mutualisé les stocks des libraires et on peut acheter soit du papier en un clic, soit du numérique. En un clic, vous le réservez, vous allez le chercher chez le libraire, ou en numérique, pareil, mais vous recevez un fichier. Donc, mais dans cette présentation, et surtout en tout cas en ayant la possibilité d'examiner le cas Corelis par écrit, puisque Monsieur Petit nous avait donné sa communication écrite qui est plus profonde que la présentation, je me dis pourquoi est-ce que finalement je suis pas dans la table ronde d'avant, mais dans celle-là. Donc, et il y a bien une présentation qui est plateforme numérique, ok, mais plus on va dans la lecture du texte de Monsieur Petit, plus on passe de plateforme numérique en fait à plateforme d'intermédiation. Et donc je me suis dit effectivement, donc la démarche d'Ipagine, c'était bien au début de rajouter des livres numériques parce que les éditeurs fabriquaient du numérique dans les sites des libraires, puis les choses devenant complexes, de faire des sites purement numériques, puis maintenant les choses se stabilisant ou gérant mieux la complexité, de ramener le livre papier dans des structures de sites numériques, et donc finalement de proposer à la fois une offre papier et puis une offre numérique, donc finalement proposer une plateforme d'intermédiation au sens où je propose à quelqu'un soit de l'acheter en papier, soit de l'acheter en numérique à un seul et même endroit. Il y a bien regroupement à un seul et même endroit de différents types d'offres. Et ces offres continuent de se complexifier puisque maintenant on va présenter à la fois l'offre numérique qui est à tel prix, dans telle condition pour un particulier, et l'offre numérique à tel prix, dans telle condition pour une bibliothèque. Puisque la bibliothèque va pouvoir accéder peut déjà accéder à l'offre PNB. Donc vous avez bien l'Ipagine qui est en devoir de présenter à quelqu'un un livre en papier à tel prix, le même livre en papier à un autre prix parce qu'il a une édition poche, le même livre à tel prix en numérique pour les particuliers, et le même livre à un autre prix, à d'autres conditions pour la bibliothèque. Donc à ce niveau-là, effectivement, on se dessine quelque chose de l'ordre de l'intermédiation. Puis j'avais une autre réaction, puis après j'ai 4 propositions, mais avant je passerai peut-être la parole à Marc Minon. Donc, se dégageait aussi l'idée dans le texte de M. Petit, il y avait beaucoup de valeur au collaboratif. Et c'est-à-dire que Corelis amène la possibilité aux enseignants de reconstituer un cours à partir de différents éléments piochés dans différentes ressources. Et moi, instinctivement, je disais, bon, c'est quand même pas parce que on est dans le collaboratif que forcément on fait mieux. On fait des fois des tas d'erreurs à plusieurs, et il n'y a pas de valeur en soi là-dedans. Par contre, il y a visiblement dans Corelis donc le fait que les normes et les contraintes choisies, elles, sont faites d'une façon collaborative. Et ça c'est assez important pour la transition de nos métiers, même si elle est inquiétante. C'est que Rémi Gimazan a parlé tout à l'heure de débat. Bon, nous ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien des lieux de pouvoir, et c'est pas, je ne dis pas ça de façon négative, hein. Il y a bien des endroits où se prennent des décisions sur la façon dont vont être décidées que telle offre va pouvoir être proposée à telle condition. C'est notamment le cas des bibliothèques.
c'est assez difficile, en tout cas j'imagine pour la majorité des acteurs qui sont dans cette salle, de forcément participer à ces lieux de pouvoir. Donc le seul endroit où on peut participer, c'est en fait en se saisissant très concrètement des possibilités qu'on a actuellement. Et ça c'était la volonté d'Ipagine dès le départ. Et là-dessus, je veux remercier les bibliothèques qui nous ont sollicités pour les accompagner dans les prêts de liseuses ou dans lesquels on chargeait des livres numériques, parce que c'était... Donc là, on est avant l'offre que vous connaissez qui s'appelle PNB. Mais c'était très important que que des bibliothèques essayent et que des libraires essayent de répondre à tes tests des bibliothèques. Et ça a été une façon pour les bibliothèques d'avancer, de mieux comprendre, et nous avec. Et c'est la même chose maintenant pour l'offre PNB. Il faut essayer de monter dans le train, parce que des vrais retours sur ce dont les bibliothèques ont besoin ou ce dont les libraires ont besoin, on peut les faire que si on y participe. Et bon, ça c'était assez important. Et par contre, il y avait là où il n'y a pas de valeur, je trouve, au niveau, il n'y a pas de valeur a priori dans le travail collaboratif. Il peut y en avoir, mais au niveau de la production des documents, on voit dans Corellis, que effectivement, les acteurs, en reconstruisant, les profs, en reconstruisant un cours à partir de documents, ils produisent quelque chose. Ils produisent bien du stock. Ils produisent un fichier, et ce fichier, c'est un stock. Et là, je dois dire par rapport à ce qui a été dit autour est-ce que l'enjeu c'est le stock, est-ce que l'enjeu c'est les flux, etc. Au début d'Ipagine, moi-même je me suis dit, eh bien, c'est génial, avec le numérique, on va pouvoir être libraire et on gère plus les stocks du tout, on n'a plus besoin de stock. Et en fait, c'était une grosse connerie. Je m'en suis aperçu très vite. Le stock, c'est quand même le nerf de la guerre pour rendre un bon service. Plus vite on a accès au stock papier, plus vite on va pouvoir réduire le circuit et livrer et amener le livre le plus rapidement possible à la personne qui le demande. Sur le numérique, c'est la même chose. Si on a accès au stock, on peut rendre un meilleur service. Et quand on relit L'âge de l'accès de Jérémy Rifkin, qui était paru en 2000, où dans les premiers chapitres, il décrit bien qu'on est en train de passer à l'âge de l'accès, c'est-à-dire que là où on avait des vendeurs, des acheteurs sur un marché, on se retrouve avec des prestataires, des usagers sur un réseau d'accès. Et il dit que même les États comparent leurs exportations, etc., en kilos, en tonnes. Là, effectivement, on est bien passé de kilogrammes en kilo-octets. Mais c'est quand même du stock. Et j'en veux pour preuve, à mon avis, que si on prend par exemple, mais je pense que Marc Minon le dira mieux que moi, la plateforme Kern amène un vrai service. Si vous enlevez le stock de fichiers, si vous enlevez la matière première à Kern, ben, il n'y a plus rien. Il y a bien, pour rendre un service, la nécessité d'avoir un stock. Et c'est très important parce que du coup, nous, libraires comme bibliothécaires, on doit s'adapter à la contrainte des éditeurs, qui est que l'éditeur ne peut pas se permettre non plus de libérer les fichiers à disposition de tout le monde et n'importe qui, parce qu'il se retrouve dans une crainte qui est que finalement ce qu'il possédait sur le livre papier, qui est le droit de tirage, c'est lui qui décide combien je vais tirer d'exemplaires, combien je vais en retirer, combien
et si à un moment je décide de ne plus le retirer et qu'il est épuisé pour X raisons, ou si voilà, c'est l'éditeur qui avait cette maîtrise du tirage. Quand on donne le fichier à une plateforme d'intermédiation, etc., qui elle-même va le redistribuer, finalement, c'est la plateforme qui décide, tiens, je redonne une copie à quelqu'un, je redonne une copie. Et l'éditeur n'a plus qu'un déclaratif. Donc il y a une grande inquiétude et un problème. Et les indépendants, on doit se mettre dans cette compréhension aussi des éditeurs. Mais en même temps, on ne peut pas se permettre de rendre un mauvais service. Donc il y a quelque chose à construire avec les éditeurs pour sortir de là. Et c'est la même chose pour les bibliothécaires. Là, le bibliothécaire qui achète un livre à un libraire, il a le stock, il le prête, il sait ce qu'il prête, etc. Là, on ne va plus avoir que la possibilité de donner des accès. Ça change la donne, et c'est cette réflexion-là qui, je pense, nous dépossède de quelque chose. Merci. Merci, pardon. Marc, tu veux réagir? Allez, comme vous. Ou après. Non, mais je voulais dire, oui, deux, trois petites choses. Vous avez raison sur le collaboratif, parce que c'est collaboratif que c'est forcément meilleur, notamment en termes de production, de coproduction. Je voulais juste dire là que moi, là pour l'instant, dans ce type de projet, je fais des constats, c'est-à-dire je n'essaye pas de dire si c'est bien, pas bien, moins bien, nettement mieux. Voilà. Ce que je constate, c'est qu'il y a cette tentation de répondre à une demande des enseignants qui est une demande qui va dans ce sens-là, hein, qui n'est pas j'attends, aucun enseignant quasiment ne vous dira qu'il attend enfin l'ouvrage édité qui va correspondre enfin à ses rêves. Non, il va lui plutôt penser que c'est à lui de le constituer et qu'on lui donne les moyens de le faire, hein. Alors à tort ou à raison, mais je pense que c'est une constante. Ce que je dirais et je suis d'accord avec les tendances que vous soulignez, moi je dirais que ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les conditions de l'accès changent. Et ces conditions de l'accès, c'est-à-dire la définition du degré de granularité de la ressource, les aspects techniques, hein, de mise à disposition, les aspects juridiques, est-ce que j'ai le droit de réutiliser, pas réutiliser, etc. Et je pense que ça se fait dans des rapports de force qui sont aussi changeants. Voilà, qui sont aussi mouvants, c'est ça que je veux dire, qui sont très variés. Alors évidemment, j'ai l'air de tracer ça à la serpe, parce qu'en si peu de temps, dans différents secteurs, mais c'est juste pour initier la discussion. Et je dirais qu'il faut regarder ça de façon très très fine, évidemment. Mais ce qui me semble important, c'est que la place, en tout cas, de la fonction éditoriale, telle qu'on la connaît et qu'on la pratique depuis maintenant des dizaines d'années, elle est un peu chahutée, il faut quand même le reconnaître, et elle est chahutée par l'entrée de nouveaux acteurs, elle est chahutée par... alors, le numérique dit tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui compte, c'est de regarder qu'il y a des opérateurs qui jusqu'ici n'étaient pas vraiment dans le domaine, qui le sont maintenant, de façon très très puissante et très forte. Et il faut regarder quel est leur jeu, hein, de façon très très fine, non pas pour tuer l'édition, mais pour essayer d'en accaparer une partie de la valeur et l'organisation d'une filière qui jusqu'ici, comme vous le disiez, même par des aspects un peu... la maîtrise du tirage, par exemple, ce genre de choses, ça c'est évidemment l'apanage de l'éditeur, normalement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Je donne la parole. Bien, donc... moi, ce que je voudrais vous dire, c'est je suis globalement d'accord sur quasiment tout ce que vous avez mentionné, signalé, pointé. Et donc, je me permettrai simplement, si vous voulez bien, de vous inciter à, je sais pas, peut-être nous donner de précisions complémentaires ou avoir votre point de vue sur deux questions. D'ailleurs, je
je suis d'autant plus d'accord avec ce que vous dites que ça recoupe, Benoît Éperon le sait bien, ça recoupe les préoccupations de Kern depuis longtemps. C'est-à-dire ce que, à côté de notre activité principale que vous connaissez, qui est la diffusion de revues, d'ouvrages, de magazines, à titre de ressources documentaires, essentiellement, disons, pour les étudiants avancés, pour les chercheurs et pour les enseignants-chercheurs, nous avons un projet qui consiste à mettre en place, d'une certaine façon, un Corelis ou un Négopac pour les étudiants de niveau licence, c'est-à-dire à les reconstituer, donc, ou proposer un ensemble de contenus, certains qui sont des contenus effectivement éditoriaux, protégés, et puis d'autres contenus qui sont tirés sur le web, qui sont des contenus ouverts, permettre aux enseignants ou aux chargés de TD d'aller avec des degrés de granularité relativement fins, faire leur choix parmi ces contenus pour pouvoir reconstituer, disons, le parcours d'apprentissage qu'ils vont proposer à leurs étudiants ou aux différents étudiants donc, qui suivent leurs travaux dirigés. Donc on est tout à fait d'accord. Première question, donc un peu dans cette ligne-là, ce qui m'intéresse quand même, c'est voir quels sont les enseignements qu'il est possible, dans le cadre de ces préoccupations, de tirer du projet Corelis, c'est-à-dire notamment en termes d'usage, d'utilisation des ressources proposées dans le cadre de Corelis. Donc j'ai cru comprendre que Egopac aujourd'hui n'était pas fonctionnel, mais dans le cadre de Corelis, parmi ces ressources ouvertes et puis ces ressources éditoriales protégées, quelles sont celles qui sont les plus utilisées? Est-ce qu'on a déjà des observations qui permettent de... La deuxième remarque que j'aurais est la suivante, c'est de dire, quand je pars donc de mon expérience à Kern.info, je me dis effectivement donc sur cette activité de gestion d'une plateforme, quels sont les différents métiers, les différents éléments de la chaîne de valeur. Le premier, c'est bien évidemment l'agrégation de contenu. La deuxième, c'est bien évidemment l'acquisition des droits de diffusion et de reproduction, la négociation de ces droits, la rémunération des ayants droit. Mais il y a surtout une troisième, à mon avis, partie, et que vous soulevez, à mon avis, très, très pertinemment, qui est, on ne peut pas se limiter à rediffuser tel quel des œuvres, il faut encore, comme plateforme, ajouter de la valeur à ces œuvres. Et là-dessus, je pense qu'on a beau tourner le problème dans tous les sens, on n'a guère que 5 à 6 leviers sur lesquels on peut jouer. Alors je vais aller très vite. Le premier levier, c'est faciliter le repérage par les utilisateurs des ressources documentaires ou éditoriales qui sont proposées. C'est donc les fonctions à la fois de recherche, mais avant les fonctions de recherche, il y a des fonctions d'indexation, des fonctions de structuration des documents, de suggestion, de recommandation, de prescription. Ça, c'est le premier levier de valeur ajoutée. Le deuxième levier de valeur ajoutée, c'est l'optimisation du confort d'utilisation pour l'internaute. Faire en sorte notamment que si on présente un large corpus de contenu, le mode d'affichage reste le même pour tous les utilisateurs. C'est la question de la mobilité, c'est la question aussi des connexions au réseau. Si on regarde ce qui se passe notamment dans le domaine de la musique, c'est bien ça que veulent les utilisateurs. Troisième élément, troisième levier de valeur ajoutée, c'est permettre la manipulation des œuvres qui sont proposées. C'est au minimum, disons, des fonctions de type surlignage, annotation, et puis c'est des fonctions de type création de liste ou réorganisation de contenu comme celle que vous soulevez. Quatrième levier, c'est permettre l'évaluation des ressources. C'est tout ce qui est effectivement commentaire et particulièrement dans le domaine scientifique, c'est tout ce qui est lié aux métriques d'usage. C'est-à-dire permettre notamment de savoir quelle est l'utilisation qui est faite de chaque ressource documentaire, à la fois sur la plateforme, mais aussi éventuellement sur les réseaux sociaux.
Cinquième levier, et avant-dernier, c'est l'évaluation ou l'auto-évaluation des utilisateurs, c'est-à-dire tout ce qui est test, exercice, éventuellement fonction de soutien, fonction d'assistance. Et dernier, ce sont les fonctionnalités sociales ou les possibilités de partage des documents qui sont proposés. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que à la fois, disons, l'intérêt de ces différentes fonctionnalités varie selon le type de ressources documentaires, selon le type de ressources éditoriales. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il n'existe en la matière aucune règle, disons, de succès et que tout est très évolutif. Notamment parce que ce à quoi on assiste, c'est, disons, à des tensions entre des aspirations contradictoires. Et par exemple, une des tensions, c'est l'ouverture versus la labellisation des documents. Mais ça pourrait être aussi la personnalisation de l'expérience utilisateur contre le souci d'une utilisation sociale, groupée. Mais en tout cas, ce qui me semble sûr, c'est le sens de ma deuxième question, c'est que pour deux raisons, toutes ces activités, disons, d'infomédiation, elles sont soumises à un mouvement de concentration extrêmement fort. D'abord, parce qu'il y a le poids des utilisateurs. Ces plateformes, elles valent d'autant plus qu'elles ont beaucoup d'utilisateurs. Notamment, ça vaut par exemple pour les commentaires, ça vaut pour les métriques, ça vaut quasiment sur les 6 leviers dont je parlais. Et d'autre part, parce qu'on voit que derrière chaque levier, il y a des investissements, il y a des travaux qui sont très importants. Donc, intérêt à mutualiser ça sur le plus grand nombre possible d'utilisateurs. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit apparaître. C'est ce que vous disiez dans le domaine de l'édition scientifique, disons dur, STM, mais à mon sens, ce n'est pas uniquement dans le domaine disons, des STM. C'est vrai également qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui avec ProQuest, qui a racheté IBL, qui a racheté eBrewery, qui a acheté Ingram, etc. Ce mouvement de concentration, il est très fort aussi aujourd'hui au niveau international dans le domaine des sciences humaines et sociales. Même dans le domaine, disons, éducatif. Alors là, il est un peu plus protégé par l'existence des programmes dans chacun des pays, mais on voit bien que développement d'acteurs qui ont des plateformes comme Pearson ou comme... Bon. Et donc la question est par rapport à ce risque de monopolisation dans chacun des secteurs de cette fonction d'infomédiation. La question, c'est comment est-ce que les pouvoirs publics doivent intervenir. C'est-à-dire, à mon avis, il n'y a que 2 pistes. La première piste, c'est dire on fait, c'est plutôt Corellis, c'est on est acteur de ça. Deuxième piste, c'est dire on régule. Mais il me semble compliqué de réguler si jamais on est également opérateur. Donc comment gérer en fait cette tension entre les 2 possibilités, les 2 leviers sur lesquels peuvent jouer les pouvoirs publics. D'accord. Vaste question. Je suis d'accord avec vos développements aussi. Hein. Je trouve que c'est très intéressant, ça enrichit beaucoup ce que je disais aussi. Sur votre première question, la question de l'usage. L'usage, c'est complexe, l'usage, vous le savez. Il ne suffit pas de mettre à disposition de bonnes ressources pour que spontanément elles trouvent forcément leurs usagers par une espèce de miracle comme ça. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, et notamment dans le milieu scolaire. Vous savez que le milieu scolaire, c'est quand même un marché qui est très particulier, un marché de prescription, où la prescription joue un rôle très 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 important, et un marché indirect aussi. Hein. C'est quand même rarement le consommateur qui paye l'objet sur lequel il travaille. Donc ça, c'est quand même une grosse différence par rapport avec d'autres secteurs qui ne relèvent pas de ça. Et je dirais, je reprendrai votre expression pour vous me posez une question précise, c'est pas pour l'éluder. Je sais qu'il y a des usages, on les a observés, etc. Mais je dirais que les usages observés, ils sont en tension. Hein, c'est-à-dire que à la fois, ils correspondent à une aspiration profonde de ce que veulent les enseignants. Moi, j'ai pu réaliser en 2012 une étude auprès d'enseignants de collège en région parisienne, donc c'était pas spécialement en région PACA. Et il ressort vraiment 2 points très très intéressants. C'est une énorme insatisfaction par rapport aux ressources proposées, mais de l'ordre de 80%. Hein.
et une extrême diversification des demandes. C'est-à-dire que vous éditionnez tout ce qu'ils veulent, des ressources authentiques, des ressources... Vous en avez comme ça, et vous vous dites tout simplement, le manuel ne peut pas répondre à ça. Enfin, clairement, il faut inventer autre chose. Ce n'est pas le manuel qui va répondre à des demandes aussi variées. Et donc, vous avez à la fois une aspiration qui est réelle, qui est profonde, que je ne suis pas le seul à avoir constaté, et en même temps, vous avez un système aujourd'hui qui reste... qui reste très prégnant. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, je ne suis pas le seul à faire le constat d'usages qui ne sont pas tout à fait au rendez-vous pour le manuel, et sûrement pas en regard des sommes qui y ont été collectivement investies, le constat aussi qu'on fait, c'est que ce système résiste et est en concurrence directe avec ce type de dispositif qui propose une rupture par rapport à ça. Ça, c'est clair. Donc c'est un frein aussi à l'extension des usages. Alors, pour vous répondre plus directement, sachez que Canopé PACA fait des études d'usage. Ils sont même, vous pouvez les trouver sur leur site. Il y a des tas de statistiques, d'analyses aussi, que ce soit quantitatives, qualitatives. Il y a déjà beaucoup de... Maintenant, c'est assez connu quand même. Et les freins en sont connus aussi. Il y a des freins qui limitent la diffusion de ce genre de dispositif, puisque l'ensemble du système lui-même n'est pas conçu pour. Voilà. Puisqu'il y a des programmes, liés au programme, il y a des manuels qui collent au programme, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour répondre à votre première question. Moi, je dirais aussi, je suis tout à fait d'accord pour votre deuxième remarque qui débouche sur une question. Moi, je dirais tendance au monopole, oui, ou en tout cas d'oligopole. On peut parler d'oligopole pour l'édition scientifique. Science, j'aime pas dire ça, les durs ou moins molles que les autres, quoi. Et là, c'est clair, vous avez 4 acteurs qui dominent, mais le marché mondial, c'est un marché qui est vraiment, vraiment mondialisé. Alors, qu'il y ait des tendances de cet ordre, vous les connaissez mieux que moi en sciences humaines et sociales. Je dirais que c'est pas l'équivalent quand même complètement, enfin me semble-t-il, parce que c'est quand même moins mondialisé. C'est pas que des questions linguistiques, des problématiques qu'on a en sciences humaines et sociales en France, elles sont pas transposables comme ça telles quelles dans des pays anglo-saxons par exemple. Bon, donc c'est quand même un frein, une véritable mondialisation du marché, et donc à l'apparition d'oligopoles qui vont jouer un rôle énorme. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait ce mouvement, qu'il n'y ait pas ce mouvement de concentration aussi, qui a une réalité, puisque l'effet de réseau dont vous parliez, plus on est nombreux à aller sur Google ou aller sur Amazon, plus l'intérêt à aller sur Amazon est important, puisqu'on va avoir des recommandations qui vont être basées sur plus d'avis et d'usages effectifs, etc. Donc moi je pense que la tendance elle est là, même si il faut quand même regarder ça de façon différenciée d'un secteur à l'autre. Alors vous allez me dire, vous m'avez dit, du coup qu'est-ce que font les pouvoirs publics? Alors je ne représente pas les pouvoirs publics, je le dis clairement dans cette salle. Alors effectivement, est-ce qu'ils font ou est-ce qu'ils... Alors plus que faire, je dirais dans le cas de Coronis, il s'est plus agi d'accompagner, mais c'était quand même un modèle... Quand il est apparu, il y a quand même pas mal d'années maintenant, enfin 5-6 ans, c'était quand même un modèle en rupture, même par rapport à ce qu'on pouvait faire au niveau national pour mettre à disposition des ressources, même dans un cadre public. Parce que c'est une approche qui est régionalisée, qui fait la part belle à une tendance lourde qu'on observe par ailleurs en matière éducative, qui est une tendance à la régionalisation des politiques publiques. Ça, c'est, moi, à mon avis, ça va quand même aussi aller en s'accentuant. Et donc avec les régions qui deviennent des acteurs à part entière, et pas uniquement sur le câblage, etc., mais qui veulent avoir leur mot à dire sur la mise à disposition des ressources, qu'elles financent en grande partie. Donc, voilà. Et donc, la façon dont ça s'est conduit, ça n'a pas été un jour la puissance publique qui s'est dit je vais faire autrement pour. Vous voyez ce que je veux dire, c'était plutôt j'accompagne, je tolère, voilà. Et sinon, effectivement, moi je pense que je veux pas répondre à la place qui n'est pas la mienne, mais il me semble qu'il faut quand même rester très vigilant sur la constitution de ces géants
de ces visées, en tout cas oligopolistiques ou voire monopolistiques dans certains secteurs. Et je pense qu'il faut s'en prémunir au niveau national, voilà, mais peut-être aussi au niveau européen. Moi, je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener dans ces domaines. Alors, il y a déjà des dispositifs anti-abus de position dominante, des choses comme ça, mais je pense qu'il faut être vraiment, vraiment vigilant sur ces questions qui sont voilà, tout sauf anodines et qui à un moment donné vont donner un avantage comparatif si rien n'est fait à des acteurs qui, même pour certains, n'étaient pas spécialement spécialistes de la question à l'origine. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder ça de façon très près. Ce que je voulais dire, c'est que si sur la liste que Marc Minon a décrit des lieux de valeur ajoutée, le premier sur le repérage, je pense que autant le libraire que bibliothécaire, on a un travail là-dessus, on a les moyens d'avoir un travail là-dessus, parce que le stock de métadonnées, le stock et le moteur de recherche qu'on va choisir de faire travailler sur ces métadonnées, on peut le faire. Là où bibliothécaires et libraires sont complémentaires, c'est que les libraires proposent l'achat pérenne sur le papier au client final, et les libraires proposent l'achat pérenne sur le numérique au client final. Les bibliothécaires, eux, proposent le prêt d'un livre papier, donc un usage temporaire pour le papier, et vont proposer également un usage temporaire sur le numérique. Mais on a bien vu que en réfléchissant local, puisque nous avons libraires et bibliothécaires, chacun des lieux publics dans une ville, dans une cité, on a bien la même population derrière, ce que nous on appelle le client et ce que vous appelez l'usager. C'est la même personne. La logique dans laquelle on est, a priori, serait que la plateforme d'intermédiation idéale, c'est celle qui propose à cette personne l'ensemble des accès possibles, qui lui dit: ce livre-là, vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'emprunter à la librairie, à la bibliothèque, et il faut qu'on fasse un choix qui est peut-être à expérimenter entre une concurrence des types d'accès ou bien la possibilité de rassembler ces différents accès, puisqu'on va bien se retrouver à avoir et les uns et les autres, libraires ou bibliothécaires, à faire vivre avec Internet, avec les possibilités d'Internet, à faire vivre des lieux publics qui sont coûteux en loyer pour les libraires, coûteux en investissement pour les collectivités. Mais donc il y a un choix à faire qui est: est-ce qu'on a envie de tenter le coup de présenter sur une ville l'ensemble, pour un même texte, l'ensemble des différentes possibilités d'accès. Si je peux me permettre, je voulais juste ajouter un petit quelque chose, je ne sais pas si on entend. Oui. À ce que vous avez dit, ça m'a échappé, tout ce que vous avez cité pour ajouter de la valeur, les 5 ou 6 leviers, moi ça me semble caractéristique, justement, ça va dans le sens que je disais avant, c'est-à-dire ça va dans le sens d'une transformation et de ce fameux glissement vers l'aval dont je parlais, mais là qui pour le coup, de même que dans l'édition scientifique hors sciences humaines dont je parlais tout à l'heure, moi je pense que c'est le fait d'éditeurs, ou de groupements d'éditeurs plus particulièrement, qui sont amenés à peser et à prendre conscience de ce type de réalité et d'enjeux, mais il ne me semble pas que ce modèle-là soit forcément celui qui s'opère, on verra, mais dans tous les secteurs de l'édition. Voilà. C'en est un dans le modèle scientifique, mais je ne pense pas qu'on puisse le généraliser, et parfois on s'aperçoit qu'il n'est pas le fait forcément de l'éditeur. Oui, Gisèle Chartrand, je voudrais réagir très rapidement, puisqu'on me dit de le faire très vite. La première, effectivement, question à Laurent Petit. Si on a un rôle en tant que chercheur, puisque moi aussi je suis enseignant-chercheur, est-ce que ce n'est pas justement d'éclairer d'un point de vue factuel, notamment les usages? Quand on a sur Corellis des ressources qui sont éditorialisées, d'autres qui ne le sont pas,
Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui est utilisé par les enseignants-chercheurs. Les statistiques, les logs le disent. Donc je crois qu'on a un devoir d'objectivité, de regarder un peu ce qui se passe et de ne pas parler à la place des utilisateurs. Donc je renchéris un peu cette question-là, parce que je pense que vous avez accès à des données qui seraient quand même intéressantes de discuter. Deuxième point, sur les services. Alors il y a une espèce de slogan qui revient toujours aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on veut, c'est non plus payer des contenus, mais c'est avoir des services. Et je voudrais revenir sur cette injonction qui me paraît complètement un peu folle dans son emballement. Comment peut-on construire des services sans contenu de qualité, fiable, sur des contenus diversifiés? Comment aujourd'hui accompagner une innovation éditoriale aujourd'hui? Être éditeur aujourd'hui, je me dis, il faut être fou. Je veux dire, aujourd'hui, pour se lancer dans le marché de l'édition, vu la pression qu'il y a, notamment des géants du web, à ce que tout soit gratuit, pour ensuite faire fonctionner de la technologie et faire des services basés effectivement sur des technologies avancées qu'ils maîtrisent. Et donc il y a tout un jeu des acteurs de pousser le curseur de la valeur ajoutée vers la technologie. Donc là aussi, je pense qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on a une analyse critique à poser dans ce cadre-là, parce qu'il en va de ce qu'on lira demain, des services qui seront disponibles à nos lecteurs et de la diversité qui a quand même marqué l'entrée de cette biennale du numérique par le ministère de la Culture. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense qu'on doit, les uns et les autres, être dans cette analyse et cette approche critique. Et pour ce qui me concerne, j'essaie vraiment de m'y tenir. Et je voulais revenir sur les deux points que vous abordiez vous-même, sur l'utilisation, données d'effets, etc. C'est déjà le cas. Là, je n'ai pas le temps de les détailler ici, mais il y a déjà des publications qui ont été faites sur le sujet, qui sont très très claires, qui sont disponibles en ligne. Elles disent qu'il y a des usages qui sont assez diversifiés, qui sont intéressants, mais qui sont peut-être pas non plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu ça avec ce système de tension, qui ne sont pas forcément non plus à l'image de ce qui avait été projeté. Hein, c'est-à-dire que voilà, ce genre de dispositif alternatif ne se met pas en place comme ça dans une bulle miraculeuse qui va se couper complètement des conditions de l'usage qui sont déterminées dans ce milieu depuis fort longtemps. Hein, et vous le savez très bien. Donc ça veut dire que c'est ce jeu de tension-là que ces rapports et ces écrits essaient de rendre compte. Alors moi je dirais donner des faits, oui c'est nos responsabilités, mais c'est aussi éclairer, moi je dirais éclairer sur les enjeux. Hein. Il y a des enjeux qui sont très très forts derrière tout ça. C'est pas uniquement où je vais déplacer le petit curseur, je sais pas quoi. Je pense qu'il y a des choses importantes qui se jouent. Et lorsque vous parlez d'injonction vis-à-vis des services, etc., moi je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas faire partie de ceux qui vont donner des injonctions, qui vont dire aux éditeurs, passez, le contenu c'est ringard, et puis maintenant il faut se placer sur les services. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une approche critique, dans une analyse critique, j'essaie de voir ce qui se joue. Et j'essaie de voir de constater, il y a un certain nombre de constats qu'on peut faire, et que ce glissement-là, il n'est pas ici ou là. C'est une tendance qui... Évidemment, vous le savez bien, en termes de recherche, il faut toujours consolider tout ça, ça reste fragile comme résultat, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est une tendance lourde, hein, qu'on constate dans différents secteurs, chez différents types d'acteurs, etc. Et donc ça mérite, me semble-t-il, qu'on regarde ça de très près, mais dans une approche, je répète, qui n'est pas de dire bah, c'est bien, c'est pas bien, il faut aller vers ci, il faut aller vers ça, mais en donnant les éléments d'analyse qui s'imposent et ce qui se joue. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment? Eh bien, c'est la recomposition du paysage par des acteurs qui sont déjà largement installés, mais aussi par l'arrivée d'acteurs qui étaient complètement étrangers au secteur et qui... voilà, et évidemment, on ne connaît pas encore l'issue de ce combat et de ce match, mais je pense qu'il est là aujourd'hui devant nous. Voilà ce que je pouvais dire. Les données sur les usages, ils sont effectivement assez difficiles à obtenir puisque ils vont être chez différentes plateformes qui ont plus ou moins d'ailleurs elles-mêmes la capacité à analyser leurs propres usages. Par contre, il y a quelque chose qui pourrait être fait tout de suite, c'est au moins avoir une analyse transparente des offres.
C'est-à-dire indépendamment de déjà quels usages vont en être faits, c'est une analyse transparente des offres. Je vous dis qu'il y a un site qui est office.ipagine.fr. Office.ipagine.fr, c'est ouvert. Vous voyez tous les jours si le livre paraît en numérique à tel prix pour les particuliers, mais vous le voyez aussi pour les bibliothèques. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez l'office pour les particuliers, l'office pour les bibliothèques, et quand vous cliquez sur la fiche bibliothèque, vous voyez à quel prix, à quelles conditions, combien de prêts simultanés, combien d'accès in situ, etc. Et donc je pense que c'est important, avant même l'analyse des usages, par exemple, de PNB, que vous vous rendiez compte que cette offre est transparente et qu'il faut la regarder. Mais juste une toute petite chose, j'ajouterai juste une phrase. Je dirais que justement, j'irais même plus loin, je dirais que l'usage même, ça devient un enjeu. C'est la connaissance fine de l'usage. Et dans le dispositif Corellis dont je vous parlais, et là c'est une grosse différence par rapport au portail d'éditeurs, c'est justement, ce ne sont pas les éditeurs qui ont accès à ces données-là en premier. Ils sont obligés de passer par cet intermédiaire. Et le fait même de pouvoir disposer non seulement de statistiques, parce que tout ne va pas se régler à coup de statistiques dans des affaires aussi complexes, mais le fait de pouvoir accéder à des observations sur la durée fine, etc., eh bien tout ça, ça devient un enjeu, c'est-à-dire qui est en mesure d'avoir accès à ces données, de les interpréter. Et aujourd'hui, en tout cas dans ce type de dispositif, ce ne sont plus les éditeurs en ligne directe. Et ça me semble intéressant et important à souligner aussi. Excusez-moi, Sébastien Respect-Perrin, très rapidement du consortium Couperin, et je promets que ce n'est pas pour parler de PNB. Mais cette table ronde m'a semblé très intéressante. Alors, parce qu'elle illustre ce qu'on voit à l'heure actuelle sur le marché académique, qui est le marché forcément le plus en pointe en matière de diffusion du numérique, c'est-à-dire l'interrogation de M. Michalon au début pour savoir si jamais il s'agissait d'une table ronde où sa place était dans une table ronde avec les libraires ou alors avec les e-diffuseurs, qu'on les appelle maintenant. Et c'est vrai qu'on voit clairement qu'il y a d'un côté des diffuseurs qui viennent de la chaîne du livre traditionnelle, parce que ici, puis ces journées sont dédiées à cette notion et à ces évolutions, qui ont du mal à comprendre les évolutions aussi du côté des bibliothèques. On ne fait pas que les bibliothèques ne sont pas condamnées qu'à l'accès, elles peuvent également faire de la conservation. Et en effet, le problème que vous indiquez par rapport au prix, etc., sont d'authentiques difficultés. Et des acteurs que maintenant on connaît bien, comme Kern, qui travaillent autour de l'enrichissement d'informations, autour de revues, sachant que ces acteurs qui sont bien implantés dans le paysage de l'édition académique permettent en effet maintenant de monter en service par des outils de procuration, par des outils de recommandation. On pourrait parler également de cyberlibris, etc. Mais je voulais juste terminer là très rapidement pour dire que le point de vue de M. Petit est aussi d'une certaine façon une troisième voie qui m'apparaît nécessaire, parce qu'en fait ça pose le problème, et c'était ce que nous avait fait remonter M. Archambault lors de la journée sur le livre électronique de Couperin autour de ces AMAT, c'est la nécessaire réappropriation par les enseignants de base. Alors certains éditeurs de base dédiés, certains éditeurs commencent à le faire, Gestor par exemple, qui développe des bases thématiques dans lesquelles vous allez trouver des contenus hybrides sur du livre électronique, sur des données statistiques, sur des articles de revue, de la littérature grise, etc., etc. On a besoin d'aller encore au-delà, et aller au-delà pour les enseignants, c'est leur donner la possibilité de pouvoir utiliser des ressources, quel que soit leur usage. Et de ce point de vue-là, on est quand même obligé de prononcer le problème des œuvres transformatives et de la future refonte de la directive InfoSoc de 2001, en espérant que justement tous les problèmes qui se posent aux enseignants à l'heure actuelle, pour savoir s'ils ont la possibilité de réutiliser tel ou tel support de cours, le problème qui se pose aux universités pour organiser des circuits de redistribution d'argent vers les SPRD, même les difficultés pour les SPRD, parce qu'il faut que les auteurs soient rémunérés, à mon avis, doivent être remis sur la table à l'aune de ces nouveaux besoins dont M. Petit a rapporté l'existence.